Bonjour à tous, bienvenue à la libre antenne de la communauté emploi-formation de Télécom Valais. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Florian Sala, psychologue et dirigeant de Femmes Conseil, et Jean-Claude Cherpin, dirigeant d'Astema Conseil. Nous prêterons attention ce matin aux dirigeants qui doivent continuer à jouer un grand nombre de rôles pendant cette crise sanitaire qui est en train d'exploser malgré tout, même si nous sommes en plein déconfinement. En effet, les dirigeants sont à leur tour ou simultanément dirigeants, managers et surtout, ce sont des êtres humains qui doivent gérer eux aussi le stress professionnel et personnel généré par la Covid. Au-delà des préoccupations juridiques telles que la mise en place du chômage partiel, le montage des dossiers d'aide financière, de report de charges, de factures de fournisseurs ou encore l'arrêt brutal du carnet de commandes, le dirigeant a bien souvent été confronté à une charge émotionnelle extrêmement importante. Alors, nous vous proposons de prendre part au regard croisé du psychologue et du dirigeant et ainsi de définir ensemble si et comment nous pourrions soutenir les dirigeants et les aider. Avant de laisser la place au débat, je vous rappelle que justement ce débat, c'est le vôtre. N'hésitez pas à intervenir pour apporter votre témoignage, poser vos questions par écrit, en levant la main et en actionnant la touche en bas de votre écran. Vous pouvez le faire également en demandant la parole à Marie. Donc cette session est enregistrée, elle est diffusée sur le site de Télécom Valais et sur YouTube. Vous pourrez ainsi revoir cette libre antenne à votre convenance. Bonjour, merci Florian Sala, merci Jean-Claude Cherpin d'avoir accepté d'intervenir ce matin. Et je laisse la parole à Pierre Dehaye qui va animer cette libre antenne. Merci Elisabeth. Bonjour à tous et bienvenue sur notre libre antenne. Alors, le sujet d'aujourd'hui est extrêmement intéressant et peut-être un sujet de questionnement. Donc, on a deux professionnels qui sont en relation très souvent avec les individus, mais aussi les chefs d'entreprise, eux-mêmes chefs d'entreprise. Donc, on va commencer par leur demander de se présenter, de présenter leurs entreprises. Mais et la première question donc, que je vais vous poser, c'est comment vous vivez cette période après confinement, donc de reprise? Jean-Claude, pour commencer? Allez, bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Claude Cherpin. Je suis consultant en relations humaines, en ressources humaines et en management. Et j'anime une société de conseil qui s'appelle Astema Conseil. Auparavant, j'ai eu une carrière en France et à l'étranger comme DRH, principalement dans le groupe Unilever, où j'ai passé une douzaine d'années en France, en Côte d'Ivoire et à Lille. Et ensuite arrivé à Nice comme DRH de Nice Matin, puis DRH de différentes entreprises dans la région ou en région parisienne. Donc voilà ce qu'il en est. Je fais de l'animation, de l'intervention auprès de chefs d'entreprise depuis maintenant une dizaine d'années. Voilà pour ma présentation rapide. Florian, présentation oui. de ton entreprise aussi. D'accord. Très volontiers. Donc Florian Sala, je suis actuellement donc psychologue, psychanalyste et dirigeant d'une société qui s'appelle Femmes Conseil. Mais j'ai bien connu Sophia Antipolis et Télécom Valais, puisque j'ai donc été professeur de management des ressources humaines et directeur scientifique de programme dans une école qui s'appelle le CERAM, qui est devenue ensuite Schema Business School. Voilà, donc j'ai plein de choses à dire sur les clients et les patients dont je m'occupe actuellement. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, d'un débat, on va le faire sous forme de débat, bien évidemment, c'est autour des
des chefs d'entreprise, on va dire, hein, des chefs d'entreprise qui ont vécu une période extrêmement tendue, donc à la fois de stress, d'angoisse, de questionnement, de remise en question, etc. Donc, vous, votre première approche par rapport à ce que peut-être vous-même avez vécu et ce que vous pensez que les chefs d'entreprise ont vécu. Jean-Claude? Alors, dans l'approche, je pense qu'il y a deux étapes. Une première étape qui est une étape de sidération. Quand on entend parler de la pandémie, moi, j'avais été frappé par une première étude qui, heureusement, ne s'est pas concrétisée, qui était une étude britannique et qui annonçait qu'en France, compte tenu des modèles, il pourrait y avoir 300 000 morts. Donc, effectivement, on se dit, si jamais il y a ce chiffre-là, la moitié de ce chiffre-là, le tiers de ce chiffre-là, c'est quelque chose qui va être extrêmement prégnant, extrêmement choquant et qui va vraiment déstabiliser et déstructurer. Et puis, on a vu arriver évidemment l'histoire des masques, l'histoire de la réanimation, l'histoire des lits qu'il fallait trouver, le début des polémiques dans ce contexte-là. Et là, ben, moi, j'ai pris un petit peu de recul avec quelques observations quand on arrive à la date où on en est aujourd'hui, que je pourrais résumer de la manière suivante. Une petite durée de la crise, 3 mois, mais qui va avoir, de mon point de vue, un gros impact moral et mental. Un paradoxe, on nous a dit qu'on faisait une guerre. J'ai rarement vu des guerres lorsque chacun d'entre nous est installé dans son canapé en étant confiné. Donc c'est une notion de guerre qui est un petit peu étonnante, qui va avoir un très très gros impact, je pense, sur le côté moral et le côté sociétal de nous tous. Évidemment, l'intrusion massive du digital dans toutes les activités, le coaching, le télétravail, avec ce que ça veut dire. Et puis peut-être deux aspects un peu différents ou un peu sur les bords. Le premier, c'est le syndrome de l'ancien combattant. Nous avons été extrêmement nombreux à applaudir le soir à 20 h, à féliciter les caissières, à féliciter les éboueurs, à féliciter les infirmières. Et aujourd'hui, on n'a qu'une hâte, c'est de refaire la fête, c'est d'aller au cinéma, c'est d'aller au restaurant, c'est de penser aux vacances. Et je me demande dans quel état vont se trouver ceux dont on a dit qu'ils étaient en première ligne. Et puis pour finir, un clivage que je perçois dans les contacts que je peux avoir chez mes clients entre ceux qui étaient en télétravail et ceux qui ne l'étaient pas, qui étaient en activité. Et c'est un peu un clivage qui va s'apparenter entre les planqués en télétravail, même s'ils travaillaient, et les premières lignes. Donc voilà les observations que j'ai pu faire ou sur lesquelles j'ai été amené à réfléchir. Florian, par rapport à cette position-là, comment… Oui, écoute, le sentiment que j'ai pu observer, c'est vraiment l'opposition entre confinement et déconfinement, hein. Donc la plupart des personnes dont je m'occupe, finalement, le confinement s'est relativement bien passé. En revanche, le déconfinement est en train de se passer assez mal. Concernant la conférence de ce matin, j'ai pensé à un vieux texte de Peter Handke sur l'angoisse du gardien de but au moment du penalty, et ça ressemble assez fortement à ce que je ressens chez certains patrons, chez certains dirigeants, parce que effectivement, ils sont dans une sorte d'entropie négative. Ils ont extrêmement peur de ce qui va suivre. Ils sont un peu perdus, ils ont donc des problèmes d'adaptation qui sont assez forts. Et dans cette adaptation, ils ont du mal à assimiler les nouvelles données de l'environnement et à s'y accommoder. Je ne sais pas comment ils vont en sortir et j'essaie de les aider le mieux possible. Alors comment on peut aborder la question, parce que pour essayer d'éclairer ceux qui nous écoutent, c'est quelle est la façon dont vous pensez que les dirigeants ont vécu cette période de confinement, de déconfinement, et dans quelle situation aujourd'hui vous pensez qu'ils se trouvent réellement? Jean-Claude? Alors, je rejoins Florian sur ce plan-là. Moi, je perçois une assez forte angoisse qui, en plus, repose sur un soubassement tout à fait important. Vous le savez, hein, le droit social français est un droit pénal. Donc, avant de commencer tout ce qu'on peut amener à dire sur comment peut-on aider les dirigeants, le dirigeant, au fond de lui, est très inquiet à l'idée que l'un de ses collaborateurs puisse attraper la Covid,
puisse éventuellement être gravement malade à cause de la Covid et puisse voir sa responsabilité pénale engagée. On a tous en tête que le dirigeant est responsable de la santé, de la sécurité de ses collaborateurs. Et donc, même si la Covid peut être attrapée à l'extérieur, dans la famille, il y aura toujours une très grosse difficulté à gérer d'où vient cette maladie. Et j'y vois aussi, par exemple, les réactions qu'ont pu avoir des maires de communes ou qu'ont pu avoir des directeurs d'école face à cette problématique-là, eux-mêmes étant engagés. On a même eu des volontés de dire qu'il faudrait arriver à limiter le pénal. Donc ça, cette angoisse qui existe de tout temps, ou cette gêne ou cette inquiétude, plutôt qu'angoisse qui existe de tout temps, y compris en dehors de la pandémie, est tout à fait renforcée dans ce monde-là. Et donc, la notion de processus pour permettre des consignes sanitaires d'être installées correctement vient rendre plus difficile les sorties de confinement, la sortie du télétravail, le retour au travail dans ce cas-là. Avant même qu'on commence, vous voyez ce que je veux dire, avant même qu'on commence à pouvoir se retrouver et travailler, il faut être sûr d'avoir le masque, d'avoir le gel hydroalcoolique, d'avoir les distanciations physiques nécessaires. Et ça, évidemment, ça instaure un climat mental délicat et difficile. Mais alors, effectivement, dans cette situation, le manager, enfin le chef d'entreprise a une responsabilité Pierre, tu bugs, non? On a perdu Pierre. Vous m'entendez? Marie, on t'entend? Ok. Ouais, c'est Pierre qu'on a perdu. On a perdu Pierre, j'entends plus du tout Pierre de mon côté. Je vais lui envoyer un petit message. Il est confronté Voilà. Je pense qu'il y a eu un petit problème technique. Jean-Claude, peut-être que tu veux continuer en attendant que Pierre revienne à discuter un petit peu sur… Oui. Alors donc, je disais qu'il y a cette toile de fond d'inquiétude et qui peut être renforcée, qui a été renforcée en tout cas au début de la pandémie par le fait qu'on ne savait réellement pas où on allait, qu'on n'entendait que des choses extrêmement négatives avec des gens qui pouvaient mourir, des gens qui attrapaient la Covid. On n'avait aucune idée sur la durée, sur qui était touché, qui était concerné. Et évidemment, ça instaure un soubassement, ça instaure des fondations qui sont très négatives dans ce cas-là. Je ne sais pas, toi, Florian, tu as ressenti aussi les mêmes choses avec tes contacts et tes interlocuteurs? Oui, donc on a perdu Pierre, on ne voit plus très bien tout le monde, mais je vais continuer. Oui, ce que je vais essayer de dire, et c'est un petit peu la chose suivante, c'est-à-dire on parle des dirigeants, on devrait parler plutôt des dirigeants et de leur personnalité qui sont fort différentes. C'est-à-dire que selon leur structure psychique, ils vont réagir, ils et elles vont réagir de façon différente devant le confinement. Ils sont en train de réagir de façon encore complètement différente devant le déconfinement. Donc, ce qui me semble important à comprendre et à faire passer comme message à ce moment de notre échange, c'est de dire simplement que selon les structures de personnalité, les réactions que nous allons avoir chez ces dirigeants seront de nature différente. Donc, peut-être peut-on dire simplement, pour se faire comprendre, qu'il y a trois grandes structures de personnalité, ce qu'on appelle les névroses, n'est-ce pas, les psychoses et les états intermédiaires. Donc, pour les névroses, c'est surtout la partie obsessionnelle qui va être un grand problème pour les personnes névrosées. Quand on veut maîtriser tout et en permanence, les processus, les méthodes, les distributions, les personnes, eh bien, on se retrouve là actuellement devant une grande difficulté de maîtrise de leur sujet. Du côté des psychotiques, il y a des gens qui ont perdu un peu la boule, tant du point de vue du personnel que du point de vue des dirigeants. Et puis, du côté des structures intermédiaires bien connues sous le terme de pervers narcissiques, là, certains d'entre eux se retrouvent enfin un peu en difficulté, un peu mis en question. Donc, en résumé, je dirais que selon la structure de la personnalité, les réactions vont être différentes, la suite va être différente et peut-être même les carrières. Certains d'entre eux vont
vont avoir des modifications majeures de leur carrière et de leur relation avec leur personnel. Pierre est revenu d'après ce que je comprends. Je suis revenu, j'ai perdu un petit peu de connexion. Oui, hein, donc en fait, l'idée effectivement, c'est d'essayer d'analyser un petit peu les situations dans lesquelles les personnes peuvent se trouver aujourd'hui, sans aller sur comment faire pour les aider ou comment les rendre plus, j'allais dire, plus souples dans cet affrontement avec ce qui s'est passé. Quelles sont les recommandations qu'on pourrait leur donner en tous les cas en termes de précautions à prendre? Jean-Claude, peut-être? Alors, avant d'aller vers les recommandations, moi j'ai l'habitude, par facilité, je peux le dire comme ça, d'utiliser la matrice SWOT quand je suis amené à intervenir auprès d'un dirigeant. Donc, pour encore une fois déterminer quelles sont les forces, les faiblesses, quelles sont les opportunités, les menaces qui peuvent se tourner ou s'orienter vers le dirigeant. Et puis à partir de là, je fais une priorisation en quatre cercles concentriques, ou en 4 boîtes, ou en 4 cercles concentriques. Une qui a été évoquée par Florian à l'instant, qui est que le dirigeant est une personne humaine en tant que telle, et donc va être confronté aux mêmes problématiques. Est-ce qu'il va avoir la Covid? Est-ce que ses enfants vont l'avoir? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il ne dort pas? Est-ce qu'il est préoccupé? Est-ce qu'il ne l'est pas? Donc j'intitule ça le dirigeant comme personne humaine. Ensuite, quand il va travailler le matin, si j'ose dire, il se met dans son costume de dirigeant. Et donc, on a le dirigeant comme manager. Et puis, évidemment, le dirigeant manager qui manage ses collaborateurs, c'est la troisième phase que j'y vois. Et enfin, le manager comme manager de son environnement. La différence avec la phase précédente étant que la phase précédente est interne à l'entreprise et l'autre est externe à l'entreprise. Voilà. Donc, je fais ce découpage en 4 et puis je travaille avec mon interlocuteur, mon interlocutrice sur chacune de ces 4 couches pour voir dans quelle mesure il ou elle a été impacté, il ou elle a été très concerné par ce qui est en train de se passer ou ce qu'elle a connu ou ce qu'elle a rencontré à l'heure actuelle. Et en fonction de ces différents points, mais je ne vais pas monopoliser, je propose un certain nombre de préconisations, de recommandations, dont certaines ne vont pas vous étonner quand je les donnerai tout à l'heure, puisqu'on est capable de les retrouver dans ce genre d'analyse et dans ce genre de situation. Mais voilà, avant les recommandations, une analyse, une priorisation, 4 couches différentes permettant d'analyser ce qui est en train de se passer pour le dirigeant dans ce cas-là. Merci. Alors, voilà, c'est du direct. Donc, moi, je suis tombé en rate de ma connexion, donc je suis venu rejoindre Florian. Voilà. Voilà. M'encourager. On est à Bordeaux, bien sûr, et donc on va pouvoir continuer tranquillement. Tu as été vite, hein, Pierre? Waouh! Oui, absolument, ça a été très, très rapide. C'est très rapide. Donc, effectivement, il y a des premières méthodes analytiques donc, que tu, sans les recommander pour autant, mais ça permet effectivement de prendre peut-être le recul nécessaire par rapport aux situations. Mais finalement, dans cette période extrêmement complexe pour un dirigeant qui doit à la fois s'assurer que tous ses collaborateurs soient… et il y a une responsabilité réelle vis-à-vis des collaborateurs, et tu le soulignes au début. Donc, protéger ses collaborateurs, s'assurer qu'ils puissent encore travailler, que son entreprise doit continuer quoi qu'il arrive pour vivre, voire survivre dans un premier temps, en tous les cas, avoir des revenus. La situation et la période que nous avons vécue a mis en place a déplacé un certain nombre de repères de référence, et donc il est aussi dans une capacité nécessaire d'innover. Comment peut-il, dans toutes ces actions-là, comment peut-il fixer les priorités, comment peut-il trouver sa place? Peut-être sur le plan psychanalytique, Florian. Alors, sur le plan psychanalytique, quelques mots quand même. Je parlais de structure de personnalité tout à l'heure. Le terme important, c'est le terme persona. J'ai trouvé ça extraordinaire, cette histoire de masque.
Vous avez vu que dans un premier temps, on n'avait pas de masques, on se battait pour les trouver. Certains chefs d'entreprise dont je m'occupais se battaient eux aussi pour essayer de trouver un système de production leur permettant de trouver des masques. Et puis là maintenant, je dirais qu'aujourd'hui, les masques sont en train de tomber, non pas uniquement par les gens un petit peu farfelus qui jettent leurs masques dans la rue, mais aussi par toute une série de choses qui apparaissent visiblement comme ce qu'elles sont essentiellement. Tout d'un coup, on se met à parler sans masque. Et certains patrons sont en train de parler sans masque. Et c'est peut-être très bien pour eux et pour leur personnel. Gardons à l'esprit que persona en latin veut dire, si mes souvenirs sont bons, je vais le retrouver, personare, hein, le masque, c'est aussi quelque chose que l'on cache, hein, que l'on cache. Donc quand on dit on tombe les masques, ben on fait tomber les masques, on laisse la personne s'exprimer de façon complète. En perdant les masques, on perd aussi un peu de pouvoir. Il y a peut-être des rapports entre les dirigeants, les cadres dirigeants et leur personnel qui sont en train d'être modifiés. Et tout particulièrement dans les petites et moyennes entreprises. Jean-Claude ? Alors moi, je rejoins tout à fait ça. Avant de citer un exemple de recommandation, hein, pour donner des choses concrètes, je voudrais dire que paradoxalement, surtout dans cette période, la première recommandation que je formule auprès des clients, des dirigeants qui me contactent, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je trouve en effet que le dirigeant s'oublie très fréquemment, même si ce n'est pas une victime, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il s'oublie très fréquemment en étant préoccupé par son environnement, ses clients, ses collaborateurs. Et je pense que cette époque bien difficile, est un moment relativement idoine, relativement adéquat pour s'occuper de lui, se concentrer sur l'essentiel. On a vu à quel point il était possible, en étant confiné, de ne pas dépenser, de ne pas consommer, de se consacrer à des choses qui apparaissent comme plus prioritaires. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit un petit peu comme une forme d'hygiène mentale. Donc le premier point, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, prenez de la distance, réfléchissez à l'essentiel. Et puis tout de suite après, nous sommes dans la période de déconfinement, on repart au travail. La deuxième recommandation que je fais, c'est de l'encourager à célébrer festivement le retour de la communauté de travail. En effet, on est en train de dire que le télétravail va se développer, qu'on va travailler de chez nous et en même temps qu'on fait partie d'une communauté. Et donc, moi, j'y vois une contradiction physique au début, mais également une contradiction morale et structurelle. Et donc, moi, j'encourage vivement les chefs d'entreprise à pouvoir reconnaître le fait qu'on va se retrouver ensemble et donc à célébrer tout cela festivement. Alors après, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend des moyens qu'elle a, ça dépend de son histoire et de sa culture personnelle. Mais vraiment, c'est marquer le coup. Voilà, l'idée, c'est celle-là, c'est marquer le coup. On se retrouve, eh bien, il faut qu'on puisse faire une sorte de fête en commun dans ce cas-là. Donc voilà pour la première recommandation. J'en formule une deuxième tout de suite. Avant d'oublier le fameux syndrome du combattant dont j'ai parlé tout à l'heure, donc avant d'oublier les combattants, de pouvoir mettre en place des reconnaissances et des récompenses. Alors évidemment, on pense à des primes, on pense à des augmentations, mais ça peut être également la mise en place d'accords particuliers tels qu'un accord d'intéressement. Parce que, et là je te rejoins tout à fait Florian, les modes de relation, les modes de commandement, les modes hiérarchiques, de mon point de vue, vont être assez fortement déstructurés et devront être remplacés par quelque chose d'autre. D'accord. Alors, mais question quand même, parce que je comprends bien qu'effectivement, il faut marquer un petit peu cette période de renaissance quelque part, avec un côté festif, mais est-ce que la personne, en tant que chef d'entreprise, voyant la situation critique dans laquelle elle peut se trouver, est capable de dépasser cette angoisse, hein, n'ayons pas peur des mots, parce que on s'aperçoit bien dans les discours actuels, quand on discute avec des chefs d'entreprise, avec des petits entrepreneurs ou même des responsables de grandes entreprises, que la situation
elle est absolument exceptionnelle. Et rares sont ceux qui ont déjà vécu une perte d'activité de cette envergure tout le long de leur carrière. C'est vrai. C'est vrai. Écoute, moi je voudrais raisonner autrement. J'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors je vais faire des raccourcis historiques pour pas monopoliser la parole, mais des gens ont connu la Première Guerre mondiale, des gens ont connu la Deuxième Guerre mondiale, des gens ont connu la guerre d'Algérie, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, et ça a été des situations qui ont été bien plus catastrophiques que celles que nous connaissons nous aujourd'hui. Bien sûr, on a été très secoués, bien sûr, il y a de l'angoisse. On a perdu 30 000 personnes qui sont décédées en 3 mois, c'est une catastrophe. Néanmoins, les amortisseurs sociaux qui sont connus en France ont permis à une grande majorité de salariés de pouvoir échapper à une précarité très très forte. Bien sûr, ce qui est annoncé est difficile, mais j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Les dirigeants n'ont pas le choix. Si ce n'est que de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour réveiller l'économie, pour encourager les gens, pour récompenser les collaborateurs. Et donc, j'essaye d'aider les dirigeants à se positionner plutôt vers ce côté-là. Oui, c'est difficile, il ne faut pas le nier. Oui, les choses sont complexes. Oui, il y a des étapes qui risquent d'être douloureuses, mais on n'a pas le choix. D'accord, ce choix. Alors, j'entends bien aussi effectivement les différentes crises que les gens ont pu passer, puisque tu parlais un peu de l'histoire. Mais aujourd'hui, on a des jeunes dirigeants qui sont 30, 35 ans et qui n'ont connu aucune de ces périodes. Comment leur faire passer en fait ces éléments-là à travers les générations? Ça, c'est peut-être plus à Florian de nous donner un peu son approche là-dessus. C'est un peu difficile de faire l'économie de l'histoire et de la culture. Je pense que les trentenaires ont une culture importante. Il faut leur accorder ce crédit. Ils sont bien formés, ils ont fait les grandes écoles, ils ont été faits dans les meilleures universités. On ne peut pas dire qu'ils n'y connaissent rien. Alors effectivement, la sensation de nouveau est totale. Je pense qu'effectivement, il faut qu'ils tombent les masques. Il y a toute une série de défenses qu'ils avaient auparavant qui doivent laisser place à quelque chose de plus authentique à l'intérieur d'eux-mêmes. S'ils arrivent à être un peu au clair vis-à-vis d'eux-mêmes, ils seront très au clair vis-à-vis de leur personnel. Pour un psychanalyste, ce qui nous semble important, nous, c'est la notion de transfert et de contre-transfert. Il est tout à fait essentiel que la relation transférentielle positive entre un chef d'entreprise et ses cadres et son personnel puisse être de bonne qualité. Et donc, qu'il y ait un contre-transfert du côté des salariés à l'égard de leurs patrons qui se mettent en place. J'ai pu observer, par exemple, que certains patrons ont été tout à fait exceptionnels vis-à-vis de leur équipe pendant cette période de confinement. Et dans la période de déconfinement, eh bien, le naturel revient au galop. Et il y a une grosse déception de certains membres du personnel à l'égard du changement nouveau d'attitude, reprise du masque qu'ils avaient abandonné pendant la période de confinement. Alors, je ne sais pas si je réponds là-dessus. Hein. Donc, le premier point, c'est que leur niveau culturel historique n'est pas moins bon que celui des personnes plus âgées. Hein. Et puis, deuxièmement, il y a cette notion de transfert et de contre-transfert qui me paraît très, très, très importante. Est-ce qu'ils vont être abandonner ce masque? C'est tout à fait nécessaire pour être un peu authentique vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres. Et les équipes vont être tout à fait à l'écoute et observer ce changement de comportement possible de la part de ces personnes. Jean-Claude, par rapport à ça, en fait, par rapport à la pratique que tu peux avoir et les discussions que tu peux avoir avec les chefs d'entreprise, est-ce que on a tendance à voir effectivement un petit changement de comportement tout de suite après le déconfinement? Est-ce que de nouveau, on a un changement qui reviendrait sur les habitudes? Alors, malheureusement, oui. De mon point de vue, parce que la crise n'a duré que 3 mois, alors c'est beaucoup encore une fois, hein, mettez des guillemets dans mes propos, mais la crise n'a duré que 3 mois, et donc il est vraisemblable qu'elle sera oubliée à moins qu'il y ait une deuxième vague très très forte ou que la pandémie revienne dans 6 mois ou dans 1 an. Et cette durée très faible, même si elle a été très forte, ne va pas laisser, je crains, de traces très profondes. Néanmoins, on s'est rendu compte, sous cette contrainte, d'un certain nombre de choses. Le télétravail, on s'en est rendu compte.
On s'est rendu compte que faire un document de 67 pages ou 63 pour encourager les écoles à réouvrir, ça ne peut pas marcher. On s'est rendu compte que l'histoire des masques, ça ne peut pas marcher. On s'est rendu compte qu'il y avait des avions qui arrivaient avec des masques à l'intérieur qui avaient été achetés par des régions et c'était réquisitionné par l'État. Et évidemment, ces choses-là vont être remises en cause et rebattues. Ça, c'est au niveau macroéconomique. Au niveau microéconomique, je pense que les trentenaires, les quarantenaires, les cinquantenaires, qui sont les dirigeants actuels, vont se dire « c'est pas possible de continuer à être un seul dirigeant ou une seule tête pensante ». Et on est dans une logique depuis très longtemps, hein, depuis 100 ans, depuis 50 ans, depuis 20 ans, de mettre en situation les collaborateurs. Et c'est ce que je préconise. Moi, je suis très, très partisan de l'idée selon laquelle, quand on est plusieurs, on arrive à réfléchir plus que quand on est tout seul. Et donc, je recommande la mise en place, alors l'animation, la création et la mise en place d'un certain nombre de réunions consacrées à des choses qui sont essentielles. Les choses qui sont essentielles, c'est quelle nouvelle organisation on veut, quels nouveaux produits on est capable de proposer aux clients, quels nouveaux services on est capable de proposer aux clients, quel nouveau marché on est capable d'adresser désormais. Et donc d'avoir une réflexion collective sur ce sujet-là, pour une raison assez simple, je me suis mis devant d'ailleurs, hein, on est dos au mur. Les dirigeants sont dos au mur. Donc c'est plus tellement l'époque de barguiner, de se dire non, on va attendre, on va réfléchir. Je préconise de bouger, de bouger, de bouger, de bouger vite, d'être vraiment sur la balle, comme diraient les tennismen que je connais, de pouvoir réagir rapidement. Et ça, quand on est plusieurs, on est plus intelligent que quand on est tout seul. C'est à la fois une conviction et mon expérience qui me permet de le dire. Alors, si on garde l'image de dos au mur, effectivement, dos au mur, ça veut dire qu'on doit avancer. Sinon, oui, on va être bloqué. Alors, il y a eu, on a vu apparaître depuis le déconfinement quelque chose qui, à mon sens, était assez nouveau, puisqu'il y a eu la mise en place d'aide psychologique pour les employeurs, les chefs d'entreprise. À ma connaissance, ça n'existait pas il y a quelques années. Hein, et donc, le MEDEF et d'autres syndicats patronaux ont mis en place ces cellules. Alors, c'est vrai que c'est une activité un peu nouvelle, c'est le sens du collectif peut-être qui apporte. Est-ce que c'est quelque chose qui va permettre en fait aux dirigeants ou aux chefs d'entreprise d'évoluer beaucoup plus rapidement, d'avoir une parole plus libre, d'essayer de trouver sa propre voie? Florian? Écoute, on peut l'espérer. Malheureusement, on connaît un petit peu l'histoire. On a eu l'histoire avec le burning out, avec les harcèlements sexuels, les harcèlements moraux, toutes ces lignes qui étaient mises à la disposition des personnes qui étaient victimes de tout cela, qui étaient mises à la disposition des DRH qui devaient gérer ce genre de démarche, n'a pas eu le succès escompté. Donc, je doute fort que j'ai vu, hein, le MEDEF a fait ça, il y a donc des quantités d'adresses, de numéros de téléphone à la disposition des chefs d'entreprise. Je doute fort que ça marche. Je pense que malheureusement, ça va être quelque chose qui est quelque chose de très, très intime. Il n'y aura que certains patrons qui réussiront à entamer une démarche et ils ne le feront probablement pas dans un cadre officiel comme celui qui est proposé par ces plateformes téléphoniques. Hein. Je pense que la question du stress de ces dirigeants est vraiment majeure. Ils sont, pour un certain nombre d'entre eux, pas en grande forme. J'espère qu'on va pouvoir les aider. Je ne pense pas que les appels téléphoniques seront suffisants. Alors, la méthode pour les aider, c'est quoi? Alors, quelle est la méthode pour les aider? Jean-Claude, tu as une idée peut-être de la méthode pour les aider, hein? Écoute, je pense que dans certaines associations comme la NDRH, par exemple, on pourrait répondre. Il y a une collectivité de consultants à la disposition d'eux avec des notions telles que la confiance, hein, évidemment, mises en place.
avec beaucoup d'humilité et de simplicité pour les aider directement. Je pensais à la fameuse phrase de Nietzsche, hein, que vous connaissez tous, là, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Il y a un certain nombre de chercheurs actuellement qui disent pas du tout, hein, ce qui ne nous tue pas ne nous rend pas plus forts. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas mort lors de cette curieuse guerre de 3 mois que pour autant on est plus fort. Je pense que ce soit du côté patronal ou du côté salarial, on va observer des personnes en grande difficulté psychologique et les solutions ne sont pas simples, elles sont à co-construire peut-être avec un certain nombre d'acteurs divers. Moi, je reprends la balle sur ta question, Pierre. Je ne pense pas qu'il y ait une méthode. Franchement, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, doit être très pragmatique. Florian a prononcé un mot important et je vais le compléter, c'est le mot confiance, qui consiste à pouvoir inviter le dirigeant à ne pas essayer de s'en sortir tout seul. Il y a certaines situations où c'est impossible. On est trop impliqué, on n'a pas de distanciation. Alors, je ne parle pas des distanciations liées à la pandémie, mais enfin de distance par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, c'est vraiment le premier point de pouvoir dire soyez soutenus, encouragés, accompagnés par quelqu'un en qui vous aurez confiance. Et à partir de cette confiance s'établit, c'est ma pratique qui me fait dire ça, une sorte de ping-pong intellectuel avec le dirigeant. Il va tester auprès de quelqu'un ou de quelques-uns, un petit cercle, une personne ou 2 ou 3 personnes, les idées, les envies, les souhaits, le sens qu'il veut donner à son évolution. Et c'est cet aller-retour entre ses pensées et le contact avec le réel qui va pouvoir lui dire « oui, tu es dans la bonne voie », en étant toujours dans l'idée que dos au mur, on n'a pas le choix. Il va falloir avancer, il va falloir se diriger vers quelque chose, il va falloir développer parce qu'on n'a pas le choix. Et sinon, le choix, c'est je ferme mon entreprise, je licencie mes collaborateurs et j'arrête de faire ce que j'ai à faire. Sauf que là, on rentrerait dans une logique de catastrophe à laquelle, évidemment, nul d'entre nous ne souhaite être confronté dans ce cas-là. Donc, la confiance, ping-pong intellectuel, tester, faire intervenir ses collaborateurs en leur disant « voilà les idées que j'ai » et avec l'humilité dont a parlé Florian tout à l'heure aussi, recueillir leur point de vue dans ce domaine. Et puis après, comme dirait le grand équipementier sportif, « do it », faites-le, allez-y, go, on y va. Donc là, effectivement, de passer à l'action, finalement. Et alors, il y a un autre aspect, moi, que j'aimerais aborder, c'est qu'en fait, on parle beaucoup, effectivement, là, de la façon d'agir et la façon de faire. La confiance est un élément important. On a souvent entendu des références par rapport à ce mot-clé lors de ces périodes d'incertitude qui s'est développée. Mais derrière l'activité de chef d'entreprise aussi, il y a tout ce que l'État a apporté, du moins en France, en aide financière et autres. Et donc, il est redevable. Il est redevable aussi de cette aide. Alors, comment se positionner en tant que chef d'entreprise? Comment on peut se positionner par rapport à cette nécessité d'être redevable, puisqu'à un moment donné, pour parler concrètement, il devra rembourser tout ce qu'il a pris, en ayant dans son vécu au quotidien tous ces différents rôles qui sont extrêmement délicats à vivre. Alors peut-être, je prendrai un peu le contre-pied, c'est que, mais c'est pour manier un petit peu la contradiction, très franchement. L'État nous prête de l'argent que nous lui avons donné les années précédentes au travers de nos impôts. Donc il nous rend une partie de l'argent qu'on lui a donné précédemment. Donc ça, c'est pour la partie un peu clin d'œil. Il est évident qu'à partir du moment où le président de la République a dit « on y va quoi que ça coûte », on s'est préparé à mettre en place des déficits absolument abyssaux, à tel point que beaucoup d'économistes très célèbres disent « on n'aura de toute façon pas les moyens de les rembourser ». Donc j'ai envie de dire,
C'est une réponse à une question qu'on n'a pas et j'ai envie de suggérer à nos auditeurs de ne pas y penser. Puisqu'on n'a pas la réponse, nos arrière-petits-enfants verront comment on peut effacer cette dette-là. Mais enfin, comme ça sera nos arrière-petits-enfants, vraisemblablement, on sera moins concerné, je dirais, par ce sujet-là. Je pense ensuite que c'est le pragmatisme du chef d'entreprise, de chacun d'entre nous, dans ce cas-là. Il y a des prêts. Il y a des prêts garantis par l'État, il y a des activités partielles, il y a qu'on appelle chômage partiel, mais je préfère dire activité partielle, qui vont être des sommes qui sont avancées pour qu'on survive. Le job des chefs d'entreprise, c'est de survivre. On les aide, ils sont accompagnés, on leur donne des moyens, on leur donne des bouées, on leur donne des flotteurs, mais c'est quand même eux qui vont nager, même s'ils sont aidés dans ce cas-là. Donc, j'ai envie de dire que face à une crise d'une telle ampleur et d'une telle novation, oui, on va devoir rembourser des choses, c'est vrai. Mais encore une fois, si on ne se redéveloppe pas, si on ne se remet pas en situation, si on ne se remet pas en action, on pourra encore moins rembourser. On pourra encore moins rembourser. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, en provoquant un peu, on n'a pas le choix. Les chefs d'entreprise, l'économie, l'entreprise va être amenée à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour produire. Alors, on n'est pas tout à fait en situation de sortie de guerre comme dans les années 50, mais quelque part, il faut qu'on redémarre. Voilà, il faut qu'on redémarre. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'on redémarre. Alors, oui, dans un rôle de chef d'entreprise, effectivement, mais en tant qu'être humain. Est-ce qu'on a le choix, Florian? Pour un psychanalyste, on n'a pas le choix. On est déterminé par notre histoire personnelle, par la vie que l'on a eue. Et on va avoir bien du mal, sauf à faire un travail personnel sur soi, de nous débarrasser de nos déterminations, de nos surdéterminations. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Je pense à un de mes clients patients actuellement, autour de son désir de maîtrise de son personnel. Donc, je reste très éloigné du monsieur, hein, mais enfin, il a un désir de maîtrise de son personnel absolu. Donc, par exemple, le télétravail qu'il a été obligé de mettre en place là, depuis 2-3 mois, pour lui, est une souffrance totale. Il ne sait pas comment faire. Il souffre vraiment dans son corps, dans son esprit, tous les jours. Et j'ai bien du mal à l'aider, puisqu'il est évidemment victime d'une structure obsessionnelle. C'est un monsieur qui a une névrose obsessionnelle extrêmement importante, basée sur une maîtrise absolue des processus, des personnes, des méthodes, des femmes et des hommes qu'il a en charge. Et tout d'un coup, tout le monde, allez hop, tout le monde en télétravail. Et ça l'a rendu extrêmement diminué. Donc là, il est très, très content. Le télétravail est en train de se réduire. Il va pouvoir de nouveau maîtriser, contrôler l'ensemble de son personnel, mais pas pour tout le monde. Il y en a encore d'autres qui vont rester en télétravail. Donc, par exemple, c'est un cas concret. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette histoire RH classique de télétravail? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il va falloir tenir compte de structures de la personnalité tout à fait différentes. Pour ces personnes qui veulent tout maîtriser, ça a été cette histoire de télétravail très, très dure. Donc, ils ne croyaient pas du tout au réel travail de ces hommes et de ces femmes. Ils mettaient en place des systèmes de quasi policiers de contrôle de ces personnes. Et donc, il est rentré dans une souffrance extrême. Par ailleurs, évidemment, ça a eu un impact sur le personnel qui était en télétravail ou qui n'était pas en télétravail, mais qui ressentait une pression de contrôle parfois inacceptable. Est-ce que, Jean-Claude, de ton côté, tu as eu des exemples similaires par rapport à ces changements d'activité, de contrôle de ces activités? Alors, pas réellement. Je veux dire que quand on est à ce stade-là, effectivement, il faut qu'ils aillent voir Florian plutôt que Jean-Claude. Dans ce cas. Moi, je les vois nettement avant. Je les vois nettement avant. Je les vois quand ils sont ouverts. Ils se rendent compte qu'il y a un souci, qu'il y a une difficulté, qu'ils n'arrivent vraisemblablement pas à pouvoir y répondre tout seuls. Donc, ils recherchent un appui, ce qui est tout à fait légitime. Ce sont des gens qui ont des experts comptables, ce sont des gens qui ont des avocats, ce sont des gens qui recherchent auprès d'eux des professionnels, car ils savent que les professionnels auront une compétence qu'eux-mêmes n'ont pas en tant que telle. Eux sont comparables, je dirais, à un chef d'orchestre.
et il souhaite avoir des instrumentistes spécialisés sur tel ou tel instrument ou tel instrument. Un tel dira, je cherche un spécialiste du piano, un autre un spécialiste de la batterie, un troisième un spécialiste de la guitare, et lui-même étant le chef d'orchestre qui va animer ce qui est en train de se passer. C'est un petit peu la comparaison que je pourrais faire. Donc, quand le chef d'orchestre a besoin d'un guitariste, il m'appelle et donc je vais l'aider sur la partie qui est la mienne. Plus concrètement, comme je le disais tout à l'heure, la recommandation, c'est aujourd'hui, on ne peut pas faire d'économie et ça serait une faute que de faire l'économie sur l'intelligence collective que représentent les apports des collaborateurs. Donc, la recommandation très forte que je fais, c'est mettez dans le coup vos collaborateurs. Regardez l'aspect confiance, dites-leur les difficultés que l'entreprise peut avoir de façon à mobiliser les énergies et à mobiliser les idées telles qu'elles peuvent sortir. Et ça, c'est tout ce qu'on sait les uns et les autres faire en termes de créativité, de réunion, de brainstorming, tout ce qui est capable comme technique pour arriver à générer des idées. Et la responsabilité du dirigeant, c'est ensuite de faire un tri et un choix de façon à stratégiquement pouvoir dire voilà le cap, voilà l'objectif, voilà le but, voilà le sens que je souhaite donner désormais maintenant que la pandémie est derrière nous. Donc, c'est son travail que de définir la stratégie. Son travail, sa responsabilité que de définir la stratégie en question. Donc voilà, moi, mon travail, c'est de l'aider à pouvoir mettre en place ces processus de réflexion et de décision avec, encore une fois, la confiance et le ping-pong intellectuel que je peux être amené à lui proposer dans ce cas-là. Après, on décline ce genre de choses. Quand on est à la stratégie, on va passer à la tactique. Quelles sont les différentes étapes qu'il va falloir suivre, définir et suivre pour atteindre la stratégie dont on a parlé tout à l'heure. Cette stratégie, ça peut être je cherche de nouveaux clients ou je cherche à chouchouter les anciens clients. J'ai de nouveaux produits, j'ai de nouveaux processus, j'ai de nouveaux marchés. Voilà, c'est un travail autour de ça qui peut se mettre en place avec des techniques de ressources humaines classiques. Ce n'est pas la peine de trop innover dans tous les sens. Technique classique dans un environnement qui ne l'est pas dans ce cas-là. Et puis après, la dernière étape, c'est les opérations. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour atteindre telle étape? Comment je contacte les nouveaux clients que j'ai décidé d'atteindre? Où est-ce qu'ils sont? Comment je trouve leurs adresses? Comment je peux les contacter? Par quel biais je peux les contacter? Voilà un exemple concret là aussi. D'accord. Là, effectivement, tu parlais d'outils, de techniques un peu traditionnelles. Alors justement, votre ressenti par rapport à cette situation, est-ce que parce que je sais que vous avez aussi une longue expérience d'enseignement dans les écoles de management, l'un comme l'autre, est-ce que justement, est-ce qu'on n'est pas arrivé par cette crise et la période à la fois d'incertitude et qui a été tellement soudaine et qui a fait chuter de façon complètement inimaginable pratiquement les structures économiques, est-ce que vous imaginez que ça va remettre en question un certain nombre d'outils ou en tous les cas, est-ce qu'on va changer un petit peu la façon de voir et d'enseigner le management? Peut-être Jean-Claude, pardon. Alors, à l'évidence, ça va les modifier dans la mesure où l'enseignement n'est pas destiné à faire plaisir à l'enseignant, mais il est destiné à transmettre quelque chose à celui qui est enseigné, si je peux le dire comme ça. Donc, ce qui compte le plus, c'est le récepteur. C'est comment faire en sorte que l'émetteur soit certain que le récepteur va comprendre. Et c'est à l'émetteur à comprendre, à se tourner, à bien comprendre la grille du récepteur dans ce cas-là. Donc oui, ça va changer. Ça va changer. Ça ne veut pas dire que les fondamentaux du management qu'on peut être amené à enseigner depuis une vingtaine d'années sont modifiés, c'est la façon de le transmettre. On a parlé de confiance, on a parlé de mise en cause de l'autorité hiérarchique au sens ancien du terme, on a parlé de liberté, on a parlé d'indépendance, on a parlé d'autonomie. Je crois que c'est des points qui vont se développer et qui vont s'arrêter quand ils vont être confrontés au réel. Encore une fois, le télétravail, c'est bien beau,
Les RTT, c'est bien beau, les vacances, c'est bien beau, mais puisque nous devons produire, il va falloir se poser un certain nombre de questions extrêmement triviales, dirais-je. Comment peut-on faire pour rattraper les 20% de PIB qu'on a perdus? Et donc ça, c'est du dur. Voilà, c'est du dur. Donc, est-ce qu'on peut continuer à travailler, à moins travailler, à plus travailler? Je crois qu'on va toucher des questions qui vont être délicates dans ce cas-là. Et ça sera la conviction. Je veux dire que si chacun d'entre nous, on est convaincu qu'il faut donner un coup de collier pour le bien public, pour le bien commun, pour le bien de notre famille, de nos enfants, de notre région, de notre ville, de notre société, si on est convaincu, on le donnera. Florian parlait tout à l'heure de ce qu'il constatait dans le déconfinement. Je partage bien sûr son point de vue. Les gens n'ont pas été convaincus, suffisamment convaincus, que le déconfinement devait être aussi organisé que le confinement dans ce cas-là. Et on peut s'attendre à avoir des difficultés de redémarrage de deuxième vague. Donc, le travail de l'enseignant, entre guillemets, c'est de pouvoir, encore une fois, expliquer, et de faire passer et de transmettre une conviction dans ce cas. En tout cas, c'est la mienne. D'accord. Florian, par rapport à l'évolution en fait peut-être des outils ou de la façon de procéder au management? Écoute, j'ai eu le plaisir d'enseigner dans une grande école de commerce pendant 30 ans, de 1982 à 2012. Hein. Donc, j'ai quitté un peu depuis quelques années ce domaine, mais j'avais déjà constaté que les techniques, les outils de management, c'était quelque chose qui commençait déjà à ne plus trop fonctionner. J'ai pu observer que la séparation entre les matières était un peu obsolète, ne se faisait pas de façon aussi claire et que les jeunes générations étaient parfois plus en la recherche d'autres choses que des outils et des techniques et surtout des répétitions de modèles supposés fonctionner auparavant. Donc, ils sont plus en demande d'autres choses, de suppléments d'âme, de réflexion. Alors, je ne sais pas ce qu'ils donnent aujourd'hui, parce que je n'ai plus la possibilité d'enseigner à mon âge auprès de ces jeunes gens, hein, ces jeunes femmes, mais j'ai l'impression que leur demande doit être d'une toute autre nature. Des grandes interrogations sur l'écologie, sur la politique, sur la façon de faire de la politique, sur les projections qu'ils peuvent avoir, sur leur insertion professionnelle, par exemple. J'ai l'impression que les questions de ces jeunes générations doivent être très, très différentes des 30 ans que j'ai eu auparavant avec eux. Je peux me tromper, mais non, je pense qu'ils sont en train de changer, qu'ils ont des exigences, ils ont une impatience. Hegel parlait de l'impatience de la jeunesse. Il y a une très grande impatience chez eux. Et les vieux modèles, les vieilles personnes, un peu comme nous, elles ne sont plus sur le devant de la scène. Et donc, il faut leur laisser la place maintenant et les laisser faire avec peut-être un certain nombre d'aides. On peut les aider, les consultants que nous sommes peuvent aider des jeunes cadres, des jeunes dirigeants à peut-être reconfigurer leurs projets, leurs fantasmes, leurs désirs. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va dépendre de rencontres qui vont se faire ou pas entre ces personnes d'une autre génération, hein, par rapport aux tout jeunes qui ont des attentes qui sont vraiment très, très différentes des nôtres. Peut-être un point Marie, est-ce qu'il y aurait des questions ou des… Alors, non, j'ai pas vu de questions sur le chat, mais on va rappeler au public que s'il souhaite poser des questions, il vous suffit de cliquer sur converser et je ferai le relais entre vous et les intervenants. D'accord, voilà. Merci. Alors, pour terminer, on approche de la fin de notre libre antenne. Pour terminer, moi, j'aimerais votre vision personnelle. Hein. On entend des choses extrêmement opposées en disant que cette période-là, finalement, va avoir un changement extrêmement fort sur la façon de voir la vie future et autres de la part des consommateurs que nous sommes tous, hein, bien évidemment, puisque nous l'avons vécu globalement, nous avons vécu une période extrêmement déstabilisante et chacun à sa manière. Et d'autre part, on entend aussi que tout reviendra comme avant. Alors, plutôt votre version personnelle, pour terminer par rapport à ce changement présumé ou pas, comment vous le voyez? Jean-Claude, pour débuter?
Oui, ben, écoute, moi je crains qu'on reste un petit peu trop comme avant. Et je le crains, parce que ça ne sera pas la bonne réponse. Je veux dire par là que, encore une fois, j'ai trouvé que le fait que la crise soit extrêmement courte en temps fait qu'elle va laisser quelques impressions, quelques prégnances dans différents domaines. Je pense à l'écologie, je pense évidemment aux voitures électriques, à des choses concrètes comme ça. Mais le fait de rester comme avant est une sorte de refuge. Et j'ai le sentiment que nous n'avons pas exploré suffisamment les limites de cette pandémie, sur le plan intellectuel, j'entends, hein, bien sûr. Et donc, dans beaucoup de cas, on va se dépêcher de se reconfiner dans ce que nous pensions auparavant, si je peux faire ce parallèle. L'évolution vient, comme elle est toujours venue au travers des millénaires qui viennent de se passer, mais je ne suis pas certain qu'elle va être accélérée réellement par la pandémie en question. D'accord. Florian? Bah, écoute, c'est toujours pareil, hein. Je pense que le grand problème, c'est celui des gens qui sont optimistes et de ceux qui sont pessimistes, hein. Donc, moi, je suis plutôt quelqu'un de pessimiste. La psychanalyse n'est pas vraiment un domaine très optimiste. Je voudrais peut-être citer simplement Antonio Gramsci, qui devrait nous aider à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui, hein, entre les optimistes et les pessimistes. Bon, c'est toujours pareil. Je crois qu'il faut équilibrer. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper, hein, mais comment dire, le pessimisme de la raison et de la logique. Je pense que si on est rationnel et logique, on ne peut être que pessimiste, et que donc probablement qu'on va repartir sur le monde d'avant et passer à tout à fait autre chose. Et donc il va y avoir des quantités de gens qui vont être dans une situation très difficile sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan de leur santé. Et puis de l'autre côté, bien sûr, ça sera l'optimisme de la volonté. Donc il faut, Gramsci dit, ben, il faut aussi mettre en parallèle la volonté qui est la nôtre d'être optimiste. Donc c'est sur ce point-là que je vais essayer de conclure. Donc essayons d'être le plus optimiste possible, en particulier pour ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui ont bien besoin d'entraînement, de joie de vivre, d'enthousiasme, ce qui explique peut-être leur débordement actuellement autour de certaines fêtes et avec certaines boissons alcoolisées. Il y avait relativement peu de quinquas sexagénaires faisant ce genre de passage à l'acte particulièrement significatif. Donc je vais dire, soyons optimistes, voilà, au sens de Gramsci, n'est-ce pas? Bon, ça sera certainement le mot de la fin pour notre libre antenne, donc soyons optimistes. Merci beaucoup Florian Salin, merci beaucoup Jean-Claude Cherpin pour votre participation et votre débat ouvert. Je vais laisser la parole pour clôturer à Elisabeth. Merci à tous et on se retrouve certainement à la rentrée maintenant. Et là, on aura de quoi faire le bilan de tout ce qui s'est passé pendant l'été. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, merci, au revoir. Merci. Elisabeth? Bien, je vais juste rajouter un immense merci à Jean-Claude et à Florian d'avoir partagé avec nous cette heure complète d'ailleurs. Et le dernier mot, ce sera, je reprends celui de Jean-Claude, prenez soin de vous et à la rentrée. Au revoir.